faut demander un petit peu l'avis d'une diététicienne ou d'un nutritionniste pour s'enquérir que vous fassiez pas d'erreur. S'assurer que vous allez faire des bons choix alimentaires. Vous savez, actuellement, Philippe, on mange 60% de protéines animales contre 40% de protéines végétales dans le monde. Ouais. Moi, ce que je recommande, de passer à 50-50, c'est-à-dire 50% de protéines animales et 50% de protéines végétales. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, ça serait pas choquant qu'on soit tous végétariens. Pourquoi ? AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, en tout cas une belle journée santé sur Beurre FM. Mon invité aujourd'hui, c'est le docteur Arnaud Cocolle. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Médecin nutritionniste spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Vous êtes le roi de la déculpabilisation et vous publiez Végétarien sans carence aux éditions Albin Michel. Vous dites souvent à vos patients que pour maigrir, il faut manger, ça tombe bien ? Ben oui, heureusement qu'il faille manger, parce que sinon, qu'est-ce qui resterait de nous ? Pas grand-chose. Hein. Ouais. Nos os, ça pèse 2,5 kg à 4 kg à peu près, vous voyez. Donc si on ne mange pas, on n'aura que la peau sur les os. Mais quand vous dites qu'il faut manger, c'est qu'il ne faut pas s'affamer, c'est ça ? Non, il ne faut pas s'affamer, il faut arrêter les régimes, parce que la plupart du temps, qui dit régime dit restriction, et qui dit restriction dit trouble du comportement alimentaire, parce qu'il y a un pétage de câble, certainement. C'est-à-dire que notre cerveau n'en peut plus. Donc nous sommes issus de générations et de générations qui nous ont précédés sur Terre, qui ont subi la famine, et donc actuellement on doit faire face sur les 50 dernières années à l'opulence alimentaire. Donc on stocke beaucoup plus facilement parce qu'on a des gènes qui sont pourvoyeurs de stockage. Donc votre dernier livre, je le disais, s'appelle Végétarien sans carence. En France, le sujet reste toujours passionnel, même si j'ai quand même l'impression qu'au niveau des nutritionnistes, vous prenez beaucoup plus facilement en charge les patients qui sont végétariens ou qui ne mangent pas de viande aujourd'hui, en tout cas au niveau des carences. Qu'est-ce qui a changé dans la perception que vous avez des végétariens ? Alors, ce qui a changé, c'est vrai qu'il y a quelques années, je pouvais regarder ça de façon un petit peu anecdotique, vous voyez, et actuellement, il y a une vraie remise en question, parce que pour le moment, on a des études maintenant qui prouvent que le fait de manger trop de viande peut entraîner des conséquences négatives sur notre santé. Le fait de manger de la charcuterie peut avoir des conséquences également sur notre état de santé. Donc maintenant, il y a des incitations à changer notre modèle alimentaire pour des raisons de santé, pour des raisons éthiques, pour des raisons également de protection de la nature. Donc on ne peut plus continuer à manger tel qu'on faisait il y a 50 ans. Donc il faut évoluer là-dessus. Donc c'est vrai que un patient qui vient, qui me dit je veux devenir végétarien, c'est de mon devoir de l'accompagner. Quelqu'un qui me dit je veux devenir végétalien, alors là végétalien c'est que des végétaux, vous voyez, il mange que des végétaux. Dans ce cas-là, je dois l'accompagner également, même si moi-même je ne suis pas végétalien. Vous voyez, moi je suis plutôt flexitarien. Comme 20% en fait des Français. Alors un flexitarien, parce que là il faut expliquer les termes. Oui, ouais. Complètement, parce que sinon ça va être obscur. Alors flexitarien, c'est en fait une certaine souplesse alimentaire qui vous permet, qui vous autorise en fait à manger de la viande de temps en temps, à manger du poisson, à manger des œufs, mais à manger également des légumineuses, des céréales. Mais c'est un brassage un petit peu de différentes cultures alimentaires et de différentes façons de voir notre alimentation. Un végétarien, lui, va arrêter la viande. Alors c'est marrant parce que quand vous demandez aux gens est-ce que vous êtes végétarien, vous voyez, j'ai un patient qui m'a encore fait le coup la semaine dernière, je lui dis vous êtes végétarien, il me dit oui, et il me dit je mange de la viande une fois par semaine. Donc il y a 50% des gens qui sont végétariens qui en fait mangent encore de la viande une fois par semaine. Donc c'est pas végétarien. Lui c'est un flexitarien ou pas alors ? Oui, c'est plutôt des flexitariens, parce qu'ils pensent être végétariens mais ils le sont pas. Donc un végétarien généralement ne mange pas de protéines animales qui viennent de la viande et du poisson. Généralement les végétariens, ils gardent des œufs, ils gardent les produits laitiers et bien sûr les légumineuses et les céréales. Et un végétalien, c'est que des légumineuses, que des céréales, mais il n'y a plus aucune protéine qui vient d'un animal. D'accord. C'est bizarre, on parle que des véganes aujourd'hui. Alors les véganes, c'est qui par rapport à eux les véganes, en fait, ça va encore plus loin, c'est qu'ils ne portent plus rien d'animal aussi sur eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas de chaussures en cuir, ils n'ont pas de ceinture en cuir, ils n'ont pas de blouson en cuir, etc. Et ils refusent aussi d'aller voir des spectacles où il y a des animaux, par exemple des cirques ou des parcs aquatiques qui exploitent les animaux. Donc en fait, ça va jusqu'au bout de leur réflexion, c'est-à-dire sur le fait d'être uniquement porté sur le végétal et non plus sur l'animal. Finalement, les véganes sont plutôt végétaliens. Les véganes, c'est des végétaliens, mais qui simplement, en plus d'être végétaliens, ne portent plus rien d'animal sur eux. Mais les véganes, pour vous dire quand même, c'est 0,5% de la population. C'est extrêmement ténu.
Donc il y a très peu de gens qui sont véganes en France. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup plus qu'il y en a. Ben oui, parce qu'en fait c'est un mouvement, c'est vrai que, vous savez, on regarde toujours le petit bout de la lorgnette, mais c'est vrai que les véganes, ça n'a pas beaucoup évolué, et je pense pas que ça va gagner en puissance. Je veux dire, ça va pas être majoritaire dans notre pays dans le futur. Par contre, végétarien, ça va monter en puissance certainement. Puis il y a des niches, parce que l'agroalimentaire est extrêmement à l'affût de ça, parce que évidemment c'est comme le gluten, vous voyez, donc vous allez avoir des offres alimentaires qui vont être de plus en plus importantes du côté du végétarien. Donc vous allez trouver plus facilement des produits, donc c'est vrai que les gens vont être plus curieux sur ces produits. Mais attention à la malbouffe dans le côté végétarien. En croyant bien faire, on peut mal manger. Complètement. Qui sont ceux à qui vous déconseillez ce type d'alimentation, donc végétarien et végétalien? Est-ce qu'il y en a clairement à qui c'est déconseillé? Moi, je pense que on ne doit pas imposer à nos enfants d'être végétariens ou végétaliens. C'est-à-dire que si vous avez un dogme par rapport aux protéines animales et que vous décidez que votre enfant ne doit pas manger de ça, premièrement dans les cantines scolaires, c'est vrai que toutes les cantines scolaires actuellement ne proposent pas que des menus végétariens, donc ça va être compliqué déjà de le socialiser, et en plus je pense que ça doit être un choix qui doit être mûrement réfléchi. En tout cas, un enfant en pleine croissance à qui vous faites manger que des végétaux, il peut avoir des ralentissements de croissance malgré tout. C'est-à-dire que, est-ce que toutes les protéines vont être admises? Oui, il y aura toutes les protéines si vous faites bien les combinaisons. Mais il va y avoir des carences en fer, il peut y avoir des carences en certaines vitamines, ça on le sait. Donc une adolescente, par exemple, qui est végétarienne uniquement, mais surtout végétalienne, je pense qu'en période de règles, par exemple, elle peut avoir des carences en fer qui sont extrêmement importantes et qui peuvent entraîner des conséquences sur sa santé. Donc moi je serais plus prudent, c'est-à-dire être végétarien ou végétalien, ça doit être une réflexion qu'on doit avoir plutôt à l'âge adulte. Mais après, qu'un adolescent se pose des questions là-dessus, je pense qu'il faut l'accompagner et faire en sorte qu'en tout cas qu'il souffre d'aucune carence. Mais là, on parle des ados. Oui. Mais pour les enfants, c'est strictement interdit. Moi, je déconseille formellement. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai même un ami qui est prof de médecine à Armand Trousseau, oui, à l'hôpital Armand Trousseau, qui lui parle carrément de maltraitance sur les enfants qu'on soumet à des régimes végétaliens ou végétariens, c'est-à-dire sans viande, sans poisson. Lui, il parle de maltraitance carrément. Alors c'est ça qui a changé dans le discours des nutritionnistes notamment, c'est que vous dites qu'avec une bonne association, on peut avoir toutes les protéines. Mais c'est assez récent comme discours, puisque auparavant, on disait que les protéines végétales n'avaient pas la même importance et la même force que les protéines animales, et qu'on pouvait pas on pouvait pas les supplémenter, en fait, on pouvait pas les retrouver. Oui, mais quand vous regardez les alimentations traditionnelles dans plein de pays, il y a beaucoup de pays qui mangeaient végétarien déjà. Donc vous preniez des chilis sin carne, comme il y a des recettes dans le bouquin de Isabelle de Vaugelas, là par exemple. Il y a des recettes dans votre livre. Voilà, ouais. Isabelle de Vaugelas qui a fait des recettes et les photos du livre. Et donc un chili sin carne, il n'y a pas de viande et c'est parfaitement équilibré. Vous prenez des haricots rouges qui ont un index glycémique extrêmement faible, vous mélangez avec des céréales, etc. et vous avez un plat parfaitement équilibré. Vous faites un couscous végétarien, c'est parfaitement équilibré et c'est très bon pour votre santé. Donc ça existait déjà dans la nature. Quand vous dites équilibré, est-ce que ça veut dire que dans cet équilibre dont vous parlez, on retrouve la quantité de protéines dont notre corps a besoin? Oui, alors attention, parce que la quantité de protéines, ça dépend aussi de votre stature. C'est-à-dire que moi qui fais presque 2 mètres, je peux me permettre de manger des plus grandes assiettes que quelqu'un qui fait 1m60. Donc il faut adapter votre taille d'assiette à votre corpulence et à votre niveau d'activité physique et à votre âge. Une personne âgée, par exemple, devrait avoir 1 gramme de minimum de protéines par kilo de poids, c'est-à-dire une personne âgée qui fait 70 kilos doit manger 70 grammes de protéines, sachant que quand vous prenez une assiette de légumineuses et de céréales, vous avez à peu près 20 grammes de protéines dedans. Donc ça veut dire que le soir, si vous faites une soupe et une salade de fruits et vous allez vous coucher, il n'y a pas le quota de protéines qu'il vous faut. Donc, et là aussi, ça a changé, parce qu'en fait, même les personnes âgées, aujourd'hui, on a pris conscience qu'elles avaient besoin de protéines. Ah oui, et c'est une catastrophe, parce qu'on observe en fait des patients âgés qui sont sarcopéniques, c'est-à-dire qui ont une fonte, ils ne sont pas sarcosiques, ils sont sarcopéniques. Non, ça, il y a un autre traitement pour ça. Ils sont donc en panne de masse musculaire, ce qui peut les exposer à l'ostéoporose, ce qui peut les exposer à des fractures, à des chutes.
Et donc, ils peuvent après avoir une dépendance également vis-à-vis de l'entourage, parce qu'ils peuvent pas se relever, par exemple, d'un fauteuil, etc. Ça va jusque-là. Donc ça, c'est parce qu'il y a une fonte musculaire qui est physiologique avec notre âge. Donc, à 50 ans, 60 ans, 70 ans, on perd de la masse musculaire de façon assez importante. Donc, ça peut être accentué par nos errances alimentaires et nos erreurs alimentaires. Donc, une personne âgée devrait manger plus de protéines qu'elle n'en mangeait même à l'âge de 40 ans. Alors, si j'ai bien lu votre livre, vous expliquez, Dr Cocolle, qu'on ne devient pas végétarien ou végétalien comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même une période de transition. Oui, je pense que il faut pas du jour au lendemain. Il faut demander un petit peu l'avis peut-être d'une diététicienne ou d'un nutritionniste pour s'enquérir que vous fassiez pas d'erreur. Puis après, il faut regarder votre motivation également. Pourquoi vous le faites ? Alors si c'est des raisons éthiques, vous avez vu un reportage de L214 qui vous a choqué sur l'abattage, etc. Oui, là dans ce cas-là, on peut en discuter, s'assurer que vous allez faire des bons choix alimentaires, que c'est une réflexion que vous allez pérenniser dans le temps. Donc ça ne doit pas être sur un coup de tête. Par contre, si vous êtes végétarien de temps en temps, et moi, ce que je recommande, vous savez, actuellement, Philippe, on mange 60% de protéines animales contre 40% de protéines végétales dans le monde. Ouais. Et en fait, les recommandations du GIEC, c'est le groupe des experts sur le climat, un groupe international, et le GIEC recommande, comme les instituts médicaux, de passer à 50-50, c'est-à-dire 50% de protéines animales et 50% de protéines végétales. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, ça serait pas choquant qu'on soit tous végétariens. C'est-à-dire une fois par semaine, on pourrait introduire des légumineuses, des céréales, mais pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs. Vous voyez, donc être vraiment dans le végétal. Pourquoi ? Parce que ça nous permettrait d'ouvrir peut-être notre curiosité alimentaire. Je pense qu'il faut être curieux et d'apporter d'autres nutriments à notre corps. Vous voyez ? Tandis que là, on est dans des alimentations qui sont beaucoup trop monotones. C'est-à-dire, quand les restos vont ouvrir, je peux vous dire qu'il va y avoir une foncée dans les restaurants avec des gens qui vont se prendre des entrecôtes frites et la sauce ketchup tous les midis. Ça va viander ? Ça va viander à fond la caisse, vous voyez ? Parce que la planète Terre, elle est très viandarde, elle est très carnivore. Oui. Et tous les pays émergents, d'ailleurs, cherchent, quand ils améliorent leur pouvoir d'achat, à basculer sur la viande. En Inde, il y a une explosion de la consommation de viande. En Chine, il y a une explosion de la consommation de viande depuis que ces deux pays ont changé de statut économique. La question qui revient souvent, c'est la question des carences alimentaires. Bon, donc maintenant... c'est de savoir finalement, quand on décide de ne plus manger de viande ou de produits dérivés, s'il y a des carences alimentaires qui se produisent parce qu'on ne retrouve pas certains nutriments dans l'alimentation végétale. C'est pour ça qu'il faut associer légumineuses et céréales. Quand vous mangez, par exemple, une assiette de blé, si vous mangez que ça, vous allez avoir un manque de certains acides aminés. Si vous rajoutez des haricots rouges, si vous rajoutez des flageolets, si vous rajoutez des lentilles, des pois chiches, etc., dans ce cas-là, vous faites une combinaison qui est heureuse. Et dans ce cas-là, vous avez tous les acides aminés qui vont être assimilés dans votre corps. Par contre, c'est vrai que le fer d'origine végétale est moins bien assimilé que le fer d'origine animale. C'est vrai que la vitamine B12 est absente également des protéines végétales. C'est-à-dire que quand vous prenez des lentilles, quand vous prenez du blé que je viens de citer, du riz, etc., vous n'avez pas de vitamine B12 parce que la vitamine B12 se retrouve dans la viande, vraiment. Se retrouve dans le poisson, vous voyez, dans les œufs. Donc là, vous êtes en carence. Donc à ce moment-là, si vous êtes uniquement dans les végétaux comme ça, les gens qui sont végétaliens, qui mangent que des végétaux, ils savent très bien qu'ils doivent prendre un comprimé ou une piqûre de vitamine B12 et qu'ils doivent se supplémenter en fer régulièrement. En tout cas, on fait des prises de sang dans ce cas-là. C'est pour ça, restez pas dans la nature, faites-vous surveiller de temps en temps pour bien vérifier que vous n'avez pas de chute de tension, que vous n'avez pas de chute de nutriments, etc. Maintenant, on dose facilement les vitamines. Vous qui êtes un spécialiste notamment des comportements nutritionnels, est-ce que les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes sont plus minces que les autres ? Certaines études le montrent. Les études qui ont été conduites chez les adventistes du 7e jour, une église évangéliste américaine, et qui sont majoritairement végétariens. Et on observe chez eux moins de poids, moins d'obésité, moins de diabète, moins de maladies cardiovasculaires, moins de cancer, une longévité qui est améliorée. Mais il y a un biais forcément, parce que quand vous êtes végétarien, généralement vous posez la question quand même, est-ce que je fais tout bien ? C'est-à-dire que généralement, vous allez acheter des fruits et des légumes de saison. Vous allez avoir plus d'activité physique, vous fumez moins. Donc il y a une hygiène de vie globale qui fait qu'il y a un biais quand même, mais
même en tenant compte des facteurs confondants, ce qu'on appelle, dans les études, ça montre quand même qu'il y a une espérance de vie qui est améliorée et une qualité de vie qui est améliorée quand vous êtes végétarien. Mais on ne sait pas sur le poids. Sur le poids, si, généralement, ils sont plus fins quand même, parce que les viandards, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de viandards qui font pas d'efforts, comme je vous disais, au niveau de la curiosité. C'est-à-dire, ils vont manger de la viande, mais à côté, ils vont manger aussi des produits qui peuvent être pas forcément des frites, du pain, de la sauce. Voilà. Ou alors, ils vont prendre des cordons bleus, là, ils vont prendre des choses comme ça. Mais c'est pas de la viande, ça. Oui, voilà. Donc, des trucs transformés, peut-être, et puis à côté, de la sauce, etc., et un exhausteur de goût. Donc, il faut faire gaffe à ça. C'est-à-dire, si vous prenez de la viande, à côté, soyez curieux, mangez des légumes. Quelle est la différence entre les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale ? Il n'y a pas de différence au niveau chimique. C'est-à-dire que la composition est stricto sensu pareil. La lysine, ça reste de la lysine. Le tryptophane, ça reste du tryptophane. Donc, vous prenez... Donc, quand vous parlez de lysine et de tryptophane, c'est des acides aminés. C'est des acides aminés. Alors, donc, les composants, c'est les composants, en fait, que vous trouvez dans les protéines. Les protéines, en fait, vous avez un certain nombre d'acides aminés qui sont essentiels, qui sont dits essentiels, c'est-à-dire que l'homme ne synthétise pas, qui sont comme, en fait, des vitamines, pratiquement. Donc, si vous n'avez pas ça dans votre ration alimentaire, vous n'allez pas les synthétiser, vous allez développer des carences. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des acides aminés qui sont essentiels pour l'homme, et qu'on ne peut pas nous-mêmes synthétiser, qu'on va donc trouver dans la nourriture. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on est obligé de manger, effectivement, pour survivre. Et donc, est-ce que c'est 9 il y en a combien des acides aminés d'ailleurs essentiels pour l'homme ? C'est 8-9. Oui, c'est 8-9. J'ai un doute là aussi. Moi j'ai vu 9 dans votre livre. Oui. 9 sur 22. Oui. Mais est-ce que ces acides aminés, on peut les retrouver dans les protéines végétales ? C'est ça la question. Oui. Non, tout à fait. Dans les protéines végétales, dès lors qu'on combine, c'est-à-dire que quand vous prenez légumineuses, vous allez avoir en fait, dans ce cas-là, des carences en certains acides aminés. Et les céréales, vous allez avoir des carences aussi en certains types d'acides aminés essentiels. Donc la combinaison, par exemple les céréales, il n'y a pas de lysine. Et les acides aminés, les soufrés sont absents des légumes secs. Quand vous faites des combinaisons, vous avez tout. Donc oui, un végétarien ou un végétalien qui mange de façon combinée, il n'y a aucune carence et il n'y a aucun risque pour sa santé. Le risque se porte sur certaines vitamines, la fameuse vitamine B12 dont je vous parlais, qui n'existe pas parce qu'en fait, elle est fabriquée au niveau de l'estomac des animaux. Donc, quand vous mangez en fait de la viande ou du poisson, c'est un animal qui synthétise de la vitamine B12. Mais dans les légumes, il n'y a pas d'estomac évidemment, ou dans les céréales non plus. Donc, il n'y aura pas de vitamine B12. Et le fer également, animal, est mieux assimilé que le fer végétal. Et vous n'allez pas prendre de la supplémentation comme ça, il faut regarder de temps en temps. Alors, quand vous êtes végétalien uniquement, vous mangez que des végétaux, il vous faut du fer. Parce que là, vous risquez d'être en carence. Donc, le fer, vous allez l'apporter sous forme de comprimé. Et si vous êtes végétarien, dont je parlais, c'est-à-dire vous gardez quand même les œufs, les produits laitiers, etc., vous n'avez pas besoin de prendre des compléments alimentaires en plus. Vous voyez, surtout, vous ne substituez pas en complément alimentaire sans en parler quand même à votre médecin. On sait quels sont les besoins qu'on a par jour de fer, par exemple ? Le fer, en fait, vous devez, il faut que dans la prise de sang, vous soyez entre 30 et 150 nanogrammes par millilitre à peu près. Donc c'est à peu près ça que vous devez avoir. Donc le fer, vous allez, comme je vous dis, le fer d'origine animale sera meilleur au point de vue de l'assimilation. Donc ça va couvrir vos besoins. En France, vous n'êtes pas un pays en insuffisance. Ouais. Il n'y a aucune carence. Les carences, elles existent chez qui ? Chez les gens qui sont migrants, qui viennent d'arriver en France, donc qui ont des modèles alimentaires qui éventuellement sont bouleversés. Donc il peut y avoir des migrants qui arrivent d'Europe de l'Est, d'Afrique, etc., ou d'Asie, etc., qui peuvent être en carence par rapport à leur alimentation, qui n'est plus traditionnelle et qui est une nouvelle alimentation qu'ils ne connaissent pas et ne maîtrisent pas encore les codes. Vous allez avoir également des carences chez les personnes âgées. Vous allez avoir des carences chez les femmes enceintes, évidemment. C'est pour ça qu'on les supplémente à l'acide folique, en fer également pendant la grossesse. Vous allez avoir des carences chez les gens qui sortent d'opération. Donc, quelqu'un qui a une chirurgie digestive, il peut faire une carence. Vous allez avoir des carences chez les patients qui sont en obésité, qui ont fait la chirurgie de l'obésité. Donc là, il peut y avoir des carences et des compléments alimentaires qui sont indispensables aussi pour les couvrir.
Il y a un warning quand même, un attention dans votre livre. Les quantités de végétaux requises pour assurer les besoins quotidiens en fer d'un ado sont tellement importants que personne n'est capable d'en consommer suffisamment. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les ados, c'est peut-être pas très intelligent. Oui, puis il faut faire attention. Par exemple, pour avoir l'équivalent d'un steak, par exemple aussi de viande, donc un steak, ça vous apporte à peu près 20 grammes de protéines. Vous voyez ? Et en équivalent haricots verts, c'est 1 kilo. Vous voyez, donc il faut y aller. Alors justement, même avec vos associations, est-ce qu'il ne faut pas manger beaucoup plus pour avoir l'équivalent ? Bonne question. Je pense qu'en tout cas, les assiettes doivent être relativement généreuses en légumineuses et en céréales. Vous avez raison, parce que si vous contentez d'une portion de 100 grammes, vous risquez d'être en faillite et en carence. Donc les portions, effectivement, doivent être plus importantes. C'est-à-dire entre quelqu'un qui mange des protéines animales et quelqu'un qui mange que des protéines végétales, l'assiette ne sera pas la même. Autre warning, attention au thé vert qui limite l'absorption de fer à travers l'intestin. Oui. C'est vrai que le thé vert, c'est bon. Oui, mais pas en même temps que quand vous mangez. Vous voyez, donc il faut le prendre à distance d'un repas parce que c'est un chélateur du fer. Donc des gens qui ont trop de fer, d'ailleurs, on leur conseille de boire beaucoup de thé vert pour faire chuter le taux de fer. Les gens qui ont trop de fer, c'est généralement des gens qui ont des problèmes hépatiques. Donc ils ont des stéatoses hépatiques, par exemple, ou le foie gras, le fameux foie gras. La nage, quoi. Enfin. Oui, parfois ça peut aller jusqu'à la nage. Alors, on a parlé de la vitamine B12, on a parlé du fer, on n'a pas parlé du zinc, par exemple, donc qui est tellement populaire en ce moment, le zinc. Alors, le zinc, on le trouve dans quelle catégorie d'aliments ? Alors le zinc, vous le trouvez en fait dans les fruits de mer, vous avez beaucoup de zinc, vous le trouvez mais également dans les fruits secs. Alors aussi, comme vous allez abandonner les fruits de mer parce que vous devenez végétarien, dans ce cas-là, il faut prendre des fruits secs. Les fruits secs, c'est les amandes, c'est les noix. Donc ça, c'est très riche en zinc, c'est très riche en sélénium, en magnésium, en phosphore, en potassium. Donc c'est des produits qui sont intéressants. Mais évidemment, ils sont riches aussi en calories. Donc il faut faire attention à la portion. Donc ce qu'on conseille, c'est une poignée fermée de fruits secs par jour. Donc vous prenez votre main et vous fermez et dedans ça doit contenir les fruits secs de la journée. Le calcium, alors le calcium c'est également dans les fruits secs. Donc les amandes très riches en calcium par exemple, les algues. On pourrait recommander de manger des algues. Donc, c'est pas encore dans nos habitudes en France. Il y en a dans votre livre. Alors, la spiruline, la fameuse spiruline qu'on tente de développer en Bretagne et en Corse, qui est riche en calcium. Mais vous en avez d'autres. Vous avez la dulcée, vous avez la nori, vous avez le wakame, la laitue de mer, etc., qui sont des algues différentes qu'on pourrait tout à fait faciliter en France. Les Japonais, d'ailleurs, ne consomment pas de produits laitiers parce qu'ils n'ont pas la lactase. Donc, ils sont dans l'incapacité de manger des produits laitiers parce qu'ils ne les supportent pas. Ils ne les digèrent pas, c'est souvent... Ils ne les digèrent pas, voilà, comme les Africains d'Afrique noire. Vous prenez un Africain qui est du Cameroun ou du Togo, il ne va pas supporter les produits laitiers, donc ils peuvent se rabattre sur d'autres produits. Alors, en Afrique, ça va être les fruits secs, les arachides, des choses comme ça aussi. Mais vous allez avoir... au Japon, des consommations extrêmement importantes d'algues qui sont très pourvoyeuses de protéines également. Risque de carence en vitamine D, là aussi, très popularisé avec... Oui, alors la carence de vitamine D, mais elle est chez tout le monde. Ouais. Là, je peux vous dire qu'au sortir, là où on est début mars, je peux vous dire qu'au sortir de la période hivernale, nous sommes pratiquement tous en carence. Vous serez d'autant plus en carence que vous avez une peau noire, parce que ça fait écran total, donc les rayons du soleil, parce que la vitamine D est fabriquée par l'impact des rayons de soleil sur votre peau, qui va fabriquer de la provitamine D, et ensuite qui va se transformer en vitamine D par l'action des reins, donc le calcitriol, on appelle ça. Et donc, quand vous avez ce métabolisme, si votre peau est noire, ce métabolisme se fait moins bien. Si vous vous exposez pas au soleil, donc c'est pour ça qu'il faut faire de l'activité physique, y compris l'hiver. Donc il faut sortir, vous voyez, et il faut avoir des portions du visage découvert. Alors c'est vrai qu'actuellement avec le masque, ça ne nous aide pas. Est-ce que le front, ça marche ? Le front, ça... bout du nez, non ? Oui, il faut pas de gants, par exemple. Vous voyez, il faudrait des choses comme ça. Mais en fait, il faudrait avoir des zones de notre peau qui soient un petit peu libres comme ça. Et si vous êtes en surcharge pondérale également, ça peut vous faire chuter votre taux de vitamine D parce qu'elle va être stockée dans les cellules adipeuses. Donc il vous faut des doses plus importantes. Et la vitamine D est très importante, mais c'est pas que les végétariens, c'est une affaire de tout le monde, des omnivores. Donc là, aujourd'hui, on est tous en carence à partir du moment où on sort de l'hiver. Donc prenez une ampoule de vitamine D, moi je conseille à fin octobre, c'est-à-dire au changement d'horaire, et vous la reprenez également courant mars, avant le prochain changement d'horaire.
Alors, pour tous ceux qui comprennent pas vraiment la différence entre ce qu'on appelle les oméga 3 et les oméga 6. Oui. Donc, il faut expliquer pourquoi c'est bien de, justement, réorienter plus d'oméga 3 plutôt que d'oméga 6. Alors, traditionnellement, on mangeait beaucoup d'oméga 3. C'est-à-dire, vous prenez des populations ancestrales comme les Esquimaux, tout ça, ils prennent beaucoup d'oméga 3. Les oméga 3, c'est contenu, alors c'est des acides gras polyinsaturés. Donc, polyinsaturés, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs chaînes de double liaison, en fait, au niveau du carbone. Et ces acides gras polyinsaturés qui sont assez instables, qui sont assez fragiles. Et ces polyinsaturés, ils permettent, en fait, de renforcer un petit peu l'action neuronale et également d'avoir une action, donc, de protection de nos neurones, donc de lutter contre les maladies dégénératives comme les démences séniles, l'Alzheimer, etc. Et également, on sait que, de façon avérée, que c'est une protection cardiovasculaire. C'est une action anti-inflammatoire également, naturelle. Vous savez qu'on parle beaucoup de maladies inflammatoires. La Covid est une maladie inflammatoire. L'obésité est une maladie inflammatoire. Le diabète est une maladie inflammatoire. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire. Les cancers peuvent être des maladies inflammatoires. Donc il y a beaucoup de maladies inflammatoires. Donc si on peut avoir une alimentation anti-inflammatoire, tant mieux. Et les oméga 3, c'est donc les poissons gras, donc je viens de citer, donc les poissons gras à prendre quand même avec parcimonie, c'est-à-dire 2 fois par semaine, pas plus. C'est le thon. Pourquoi ? Parce qu'il y a des métaux lourds, parce que c'est des prédateurs généralement, donc ils sont chargés un petit peu en métaux lourds, donc il ne faut pas surcharger notre organisme avec ces métaux lourds. Donc ça peut être l'espadon, ça peut être le marlin, ça peut être, mais vous avez des poissons gras également, plus au courant et en pêche durable, les maquereaux, les sardines aussi. Le saumon également, et respectez, faites la pêche durable, faites attention à ça. C'est là où on trouve les oméga 3. Et sinon, vous avez également les oméga 3 dans les amandes. Vous avez, les fruits secs contiennent des oméga 3. L'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline, tout ça c'est l'huile de noix. Donc c'est riche en oméga 3. Par contre, les oméga 6 sont très utilisés par l'agroalimentaire. C'est l'huile de tournesol par exemple. Et il y a une montée en puissance qui n'existait pas dans la nature. Donc maintenant, la portion, en fait, on devrait être à 1/5, c'est-à-dire qu'on devrait avoir 5 oméga 6 pour un oméga 3. Et maintenant, on est passé à 50 oméga 6 pour un oméga 3. Vous voyez, la bascule a eu lieu. Et les oméga 6 ont l'inconvénient d'être inflammatoires. Donc l'huile de tournesol, on abuse, c'est inflammatoire. De toute façon, n'abusez pas de l'huile. J'ai beaucoup de patients qui adorent l'huile d'olive parce qu'ils me disent c'est très bon pour la santé. Parce que c'est un médicament et parce que c'est bon, on peut y aller. Et là, j'ai une patiente, la semaine dernière, alors un bidon de 5 litres pour 4 personnes, ça lui faisait une semaine. Je lui ai dit qu'il fallait peut-être se calmer. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le boit. Oui, elle doit le boire. Elle doit le boire le matin. Il vient du bled, il doit être super bon. Oui. Où elle prend des bains de jouvence avec. Mais là, il faut faire gaffe parce que c'est pas parce que c'est bon pour la santé. C'est pas parce que c'est l'huile d'olive que c'est bon pour la santé. Si vous en abusez, ça devient mauvais pour la santé. Et ça devient, à ce moment-là, un facteur de risque cardiovasculaire aussi, comme vous allez vous faire un infarctus à l'huile d'olive, quoi. C'est la première fois que j'entends ça. Bon, donc vous avez parlé des amandes. Quand on décide d'adopter un mode alimentaire qui soit végétarien ou végétalien, par quoi on remplace donc les poissons gras, amandes et quoi d'autre ? Les fruits secs, ça c'est très bien. Puis sinon l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin qui est difficile à conserver parce qu'elle s'oxyde rapidement à la lumière du jour. Donc prenez des petits volumes et vous mettez généralement du papier alu autour pour la protéger de la lumière ou vous la stockez dans un endroit sombre. Bon, alors là, vous avez la punchline de la journée, les végétaliens consomment des fromages. Oui, il y a les fromages. Alors, c'est en fait des fromages végétaux avec du lait. Ça peut être du lait de coco, ça peut être, mais surtout des noix de cajou, par exemple, qui vont être concassées et qui vont former du lait. Du moins, du lait. C'est évidemment les noix de cajou n'ont pas de mamelles, hein, donc c'est. C'est du jus en fait. Voilà, c'est du jus. Je sais même pas si ça a encore le droit de s'appeler lait. Non, ils n'ont plus le droit d'ailleurs. Ouais. Ils n'ont plus le droit depuis peu de temps. Ce sont des jus. Ouais. Oui, voilà. D'ailleurs, vous êtes assez dur avec ces jus là. Vous dites faites attention à faites attention toutes parce ces que, boissons. Oui. Moi, je pense qu'il y a de la malbouffe qui s'installe quand même dans ce marché. C'est-à-dire qu'il y a l'agroalimentaire qui s'engouffre là-dedans. Ils voient qu'il y a un marché. Donc, vous avez des tas de steaks de soja qui sont reconstitués, etc. Il y en a certains qui sont intéressants, puis d'autres, c'est des aberrations. Ça devient des produits ultra transformés.
les produits ultra transformés, c'est pas bon pour notre santé. Parce que dedans, il va y avoir des émulsifiants, il va y avoir donc on va vous mettre de la lécithine de soja, des choses comme ça, et on sait que ça perturbe notre microbiote, notre flore digestive. Donc en fait, vous risquez petit à petit de développer certaines maladies ou de laisser passer certains agents pathogènes dans votre tube digestif. C'est-à-dire que votre perméabilité intestinale va être endommagée. Donc vous allez devenir perméable à des agresseurs extérieurs. Bon, c'est pas parce que ce sont des steaks végétaux. Non. Il faut faire attention. Bon donc, regardez la valeur calorique, regardez la composition un petit peu. De toute façon, plus la liste, vous savez, des ingrédients est longue, il n'y a pas besoin de sortir d'école polytechnique pour le regarder. Donc, plus la liste est longue, plus c'est suspect. Ça veut dire qu'on vous rajoute des tas de trucs qui ressemblent plus à l'industrie chimique qu'à de l'alimentation. Donc, ce que vous faites dans votre cuisine, de toute façon, sera toujours irremplaçable par rapport à ce que fait l'agroalimentaire, parce que l'agroalimentaire doit tenir compte, évidemment, de dates limites de consommation, donc avec des dates de péremption. Donc, faire en sorte que le produit soit le plus viable possible pour être acheté, évidemment. Pourquoi la satiété est-elle plus difficile à atteindre quand on opte pour un régime végétarien ou végétalien ? Alors, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Je pense que ça va dépendre de notre mastication. Donc, déjà, il faut que vous ayez un bon état dentaire. Bon nombre de gens ont un état dentaire qui est déplorable. Si vous manque une molaire, la molaire, ça sert à broyer. Vous allez saisir les aliments avec les incisives, vous allez déchiqueter du moins avec les incisives et saisir avec les canines, puis après vous allez broyer avec les prémolaires et les molaires. Donc si vous avez un état dentaire où il vous manque quelques dents, déjà l'assimilation n'est pas la même. C'est-à-dire que le bol alimentaire, ce qu'on appelle le bol alimentaire, c'est ce qui reste au final une fois qu'on a broyé et qu'on est prêt à déglutir. Donc il y a une espèce de mélange qui colle pas aux dents, mais qui est cohérent, homogène, et qui reste plus qu'à avaler. Et à ce moment-là, votre tube digestif, lui, il est prévenu de cette arrivée, parce qu'il y a une action cérébrale, mandibulaire qui s'est faite et qui l'a prévenu. Donc les végétaux, il faut les broyer parce qu'ils sont riches en fibres. Et certains d'entre nous ont tendance à faire des grosses bouchées. Donc vous avez tendance parfois à faire des fausses routes, vous avez les travers, vous faites autre chose, par exemple, vous envoyez des mails, vous consultez vos SMS, vous regardez Instagram pendant que vous êtes en train de manger, donc vous faites parfois des mauvaises bouchées. Donc il faut prendre du temps, et ça c'est extrêmement important. Donc les végétariens doivent être extrêmement vigilants là-dessus, comme les omnivores aussi, les carnivores doivent être vigilants là-dessus. Et on prend plus le temps, on rogne un petit peu du temps sur le temps passé à table. Vous voyez, parce qu'on a l'impression que c'est du temps perdu. Le temps perdu, vous le perdez après dans la digestion. Donc soyez vigilants là-dessus. Donc moi je pense pas que la satiété soit remise en cause pour les végétaux dès lors que vous prenez le temps de manger et de mâcher correctement. Les végétariens et les végétaliens ont l'image souvent de personnes qui mangent des graines germées ou du quinoa. Oui. Par exemple, ces graines germées, qu'est-ce qu'elles présentent comme intérêt nutritionnel ? Parce que ça va vous apporter toutes sortes d'oligo-éléments, de nutriments, de vitamines, etc. Donc, puis ça vous apporte des protéines aussi, tout simplement, des protéines végétales. Mais on sait que les graines germées, il y a eu des histoires d'intoxication avec des graines germées il y a quelques années. Donc, parce qu'on avait parlé du concombre espagnol et on s'est rendu compte que c'était des graines germées qui venaient d'Allemagne qui posaient des problèmes. Donc, il faut faire attention à ça aussi, être vigilant un petit peu sur la provenance. Et quand vous faites par vous-même, soyez vigilant aussi sur la date limite de consommation un petit peu de ces produits. Mais les graines germées sont très intéressantes, mais c'est vrai qu'on a quitté cette idée un petit peu du fanatique végétalien qui était très limité dans ses choix. Maintenant, on a quand même une ouverture qui est beaucoup plus large à l'heure de la mondialisation alimentaire. Et on a de plus en plus de grandes surfaces, de magasins pour faire ses courses. Oui, puis vous avez toutes sortes de magasins bio, etc., et de magasins végétariens, entre guillemets, en tout cas, il y a cette offre alimentaire qui devient de plus en plus intéressante. Mais des chefs aussi qui se mettent aussi à manger et à faire de la cuisine, par exemple Alain Ducasse, qui lui c'est à un certain moment, on n'a pas tous les moyens d'aller chez Ducasse, j'y suis jamais allé moi non plus, mais Ducasse c'est vrai qu'en tout cas il prône pour une alimentation, manger il dit c'est un acte citoyen. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en question par rapport à ce qu'on faisait, manger moins de viande, lui il est partisan de ça, et dans ses restaurants il propose des végétaux. Vous voyez, et personne sort en étant scandalisé d'avoir mangé que des végétaux chez lui.
On parlait des algues tout à l'heure, par exemple, qui est une algue qui est très très utilisée en pâtisserie, l'agar-agar, par exemple. Oui, voilà. Bien sûr. Oui, les carraginanes, etc., qui sont des algues et qui servent en fait à homogénéiser un petit peu. C'est-à-dire que vous allez avoir de la consistance. Donc l'agar-agar, quand vous voyez ça dans la liste des ingrédients, c'est un ingrédient tout à fait naturel, qui est tout à fait banal et qu'on peut tout à fait recommander. Donc c'est pas, vous n'êtes pas dans l'aspartame, vous n'êtes pas dans des substances qui peuvent poser des problèmes. Quelles sont les bonnes associations alors que vous préconisez ? Les bonnes associations, vous en avez dans le bouquin, par exemple. Vous pouvez prendre une recette, par exemple, fenouil artichaut. Alors ça peut être sympa. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de protéines dedans. Fenouil artichaut, bon, a priori, c'est bon pour le foie. Mais ça va être... voilà, mais sinon, vous avez une polenta façon pizza, par exemple, aux légumes de saison. Donc dedans, vous avez toutes sortes d'herbes, etc., parce que les épices, etc., tout ça, c'est important. Là, en l'occurrence, on va avoir du thym, de la coriandre, du cumin, il y a la courgette, il y a des poivrons rouges et jaunes, etc. Vous avez des olives noires et vous avez de la polenta. Donc vous avez tout ce qu'il faut en protéines. Vous avez sinon... Vous les épices, hein, vous appelez ça les phytonutriments, en fait. Voilà. Ouais. Les légumes rôtis au four, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Donc, je veux dire, vous mangez ça, puis à côté, vous allez prendre un petit peu, parce que là-dedans, c'est vrai qu'au point de vue protéines, vous n'aurez pas votre dose. Vous prenez du tempeh, vous prenez des choses comme ça, du sétan. On parlait tout à l'heure de soja, donc vous prenez différents types de soja transformés. Alors oui, sur le soja, vous n'êtes pas réservé, vous. Alors, vous parlez beaucoup du soja. Alors, oui. On n'a pas fait un bouquin politique parce que dans ce cas-là, si vous voulez me brancher sur la déforestation organisée par Bolsonaro de l'Amazonie, qui est absolument un scandale, tout ça pour faire des plantations de soja qui reviennent après pour nourrir nos animaux ou pour nourrir nos assiettes de végétariens bon ton, c'est vrai que c'est une catastrophe. Donc le soja actuellement dans le monde, c'est une vraie problématique écologique. Vous voyez, je vais jusque-là. Donc c'est vrai que le soja, si on regarde sur ce côté-là, et je pense qu'en tant que nutritionniste, maintenant, on doit s'interroger un petit peu sur ce qu'on donne à manger aux gens et d'où ça vient. Donc la provenance est vraiment problématique. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit aussi en soja responsable, un petit peu. Vous voyez, si c'est pour déforester, je veux dire non, c'est pas la peine. Vous voyez, parce qu'on a fait la guerre, par exemple, à une pâte très connue aux noisettes en disant que c'était l'huile de palme et le palme servait avec une taxe carbone pas possible, puis ça faisait déforester. Posez-vous la question avec le soja aussi actuellement. Bien, le retour des aliments lacto-fermentés, en tout cas, là aussi. Ça, c'est très bien. Oui. Le kéfir, par exemple, je le recommande. Donc, vous avez du kéfir avec aussi du jus de fruits, par exemple, et sinon avec lacto-fermenté, comme vous le dites. Le kéfir, ça va nourrir notre microbiote. Notre microbiote, vous savez, c'est 100 000 milliards de bactéries qui pullulent dans notre tube digestif. Et ça représente 1 à 5 kilos de poids corporel. Et ce poids ne dépend pas de notre poids à nous, mais dépend de la qualité de notre alimentation. Et plus votre microbiote est lourd, plus ça veut dire que votre alimentation est riche. Et le kéfir est l'un des moyens, au lieu de prendre des probiotiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients, par exemple, qui me disent « je ne peux pas prendre des probiotiques », parce que c'est très bien pour la flore digestive, c'est des ferments lactiques. Donc c'est des bactéries vivantes qui servent à nourrir votre flore digestive, mais c'est trop cher. Donc ça, je comprends, mais je leur dis dans ce cas-là, prenez du kéfir. Mais prenez aussi des produits laitiers, tout simplement. Si vous êtes végétarien, vous avez le droit encore aux produits laitiers. Prenez des produits laitiers qui vont contenir, en fait, des ferments lactiques et qui sont économiques au point de vue du coût. Et ça va nourrir, enrichir, chouchouter, comme on dit maintenant, notre microbiote. Qu'est-ce que vous répondez à un patient qui vient vous voir et qui réclame le régime des régimes, qui soit à même de régler définitivement ses problèmes de poids ? Je lui dis qu'il me donne la recette parce que comme ça j'aurais peut-être le prix Nobel, mais j'aurais pas le prix Nobel, donc non, et ça n'existe pas. Donc le régime des régimes. Alors un certain moment, on m'a posé la question, parce que j'ai fait sur un site internet, on m'a posé la question, il y a un certain nombre de régimes, donc lequel vous mettrez en avant. Le régime méditerranéen, indubitablement. Donc le régime qu'on appelait crétois. Je ne pensais pas à celui-là, parce que le régime crétois, c'est celui qui revient, on va dire, systématiquement. Mais vous avez parlé d'un régime japonais. Le Okinawa. Les Okinawaïens, donc c'est un archipel, alors je ne connais pas le Japon malheureusement, mais c'est une île même, Okinawa. C'est un archipel au Japon. Hein, oui, voilà. Et en fait, qui a la particularité d'avoir énormément de centenaires. Et ces centenaires
ont des liens sociaux. Ça, c'est extrêmement important aussi parce qu'ils cultivent les liens sociaux. C'est-à-dire ils ont une sociabilité qui est extrêmement importante et qui participe également à leur longévité. C'est-à-dire ils se parlent entre eux. Et très important. Actuellement, dans l'ère que nous connaissons, il faut se parler. C'est pour ça qu'actuellement, c'est vraiment très dépressif comme climat. Et ils ont une autre particularité. Ils consomment du poisson, eux. Ils consomment des fruits, des légumes. Ils consomment des algues. Mais ils ont une attitude, alors je parle pas le japonais, c'est ashabishu, un truc comme ça, c'est-à-dire manger 80% de son assiette. Bravo Philippe. C'est ça. C'est-à-dire je parle le japonais couramment. Je vois ça. Mais c'est 80%. Oui. Vous devez sortir de table en ayant encore légèrement faim presque. C'est-à-dire vous dites c'est bien, mais je pourrais encore manger un petit truc, mais je le fais pas. Et ça, c'est une leçon. Donc, et ils cultivent ce registre aussi de manger lentement, de manger en pleine conscience. Vous voyez, c'est tout ça qu'on édicte un petit peu comme principe actuellement. Alors que nous, on nous apprend à finir notre assiette. Et oui. Et ça, c'est un peu trompeur. Parce que quand vous êtes, par exemple, dans un restaurant qu'on vous sert la même portion, parce que tout le monde a le même plat du jour, par exemple. C'est vrai. Ouais. Et si vous êtes éduqué comme quoi il faut finir son assiette, il y a des gens qui vont surconsommer. Il y a des gens, peut-être, qui vont pas manger assez. Ça dépend de votre gabarit. Donc, on n'est pas obligé de finir son assiette, y compris au restaurant. Donc, il faudrait apprendre à avoir des doggy bags, ce qui se fait aux États-Unis, par exemple, ce qui serait pas aberrant. Ou alors, être comme dans les restaurants. Il y a un restaurant chinois qui faisait ça pas très loin d'ici, à Ivry, et qui vous obligeait, en fait, à payer la note sur ce que vous laissiez dans votre assiette. C'est-à-dire, si vous aviez surconsommé, les restes, vous deviez les payer. Mais c'était pas un truc, ce qu'on appelle un buffet illimité, oui, complètement. Ça c'est normal. Voilà, et je trouve que c'est normal. Et c'est-à-dire, on est à un certain moment, il faut savoir se limiter. Quand vous voyez les Américains qui dévorent dans les parcs touristiques, parfois, vous savez d'où ils viennent, parce que les Américains, ils sont très forts là-dessus. Qu'est-ce que l'année qu'on vient de passer avec la pandémie de Covid a changé dans les façons qu'on a de s'alimenter? Est-ce que vous voyez beaucoup plus de personnes qui ont des troubles alimentaires qui sont vraiment, pour le coup, consécutifs à ce qu'on a vécu, Alors, premier confinement, 2,5 kg de prise de poids en moyenne. Moi, j'ai des patients, et accrochez-vous, parce que j'en ai eu plusieurs, c'est pas qu'un seul. Hein. J'ai eu au moins une dizaine de patients qui ont pris plus de 20 kilos. Plus de 20 kilos. Et certains, juste avec le premier confinement. Donc d'autres, c'est 20 kilos sur une année, qu'on vient de connaître. Et certains sur le premier confinement parce qu'ils ont déprimé. Parce que y a le télétravail qui a des effets absolument délétères sur notre état de santé, parce que les gens bougent moins. Donc ils font moins de sorties, ils prennent moins de la vitamine D dont on parlait tout à l'heure, etc. Ils sont dépressifs, etc. Et ils se rabattent sur le grignotage, sur les produits ultra transformés, etc. qui vont compenser, c'est-à-dire l'alimentation doudou. C'est-à-dire je me remplis pour éviter de penser à des choses qui sont plus désagréables ou pour combler le temps. Vous voyez, donc le télétravail, ça va avoir des conséquences pondérales. Mais oui, je vois ça, je vois les gens qui dépriment actuellement parce qu'ils n'ont pas le lien social. On parlait des Okinawaïens qui cultivent ça. Actuellement, on est en train de cultiver un petit peu l'individualisme. Ouais. C'est-à-dire que la peur de l'autre, c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire l'autre est potentiellement source de danger. Donc on est en train de cultiver ça, donc on se touche plus, il n'y a plus d'embrassades, etc. Les personnes âgées qui sont séparées, leurs petits-enfants, etc. C'est un drame absolument épouvantable de la société. C'est-à-dire, et les jeunes, je pense beaucoup aux étudiants actuellement aussi. Donc les étudiants, c'est pour ça, d'ailleurs les étudiants, si vous nous écoutez, allez sur les protéines végétales. Parce que les protéines végétales, ça vous permettra de manger équilibré et moins cher. Les protéines animales coûtent cher. Vous avez un budget alimentaire qui peut être serré et de temps en temps vous faites la croix sur les steaks, etc. parce que vous n'avez pas les moyens. Une boîte de conserve de lentilles, etc. ça vous permettra d'avoir des protéines. Et on peut y aller en boîte de conserve. Ouais. Voilà. Bien, votre dernier livre s'appelle Végétarien sans carence. C'est chez Albin Michel. Vous réécoutez l'émission en podcast. Vous regardez la vidéo YouTube sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, Merci docteur. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.